Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours de sociologie contemporaine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'oralité populaire et plus particulièrement à la place qu'occupe le dicton au sein de ce mode d'oralité. C'est-à-dire, quelles sont les représentations et les usages diffusés du dicton. Avant de commencer, petit briefing sur le plan du cours. On va faire tout d'abord une petite introduction afin de présenter ce qu'est un dicton, de comprendre un peu son origine et ses origines et de comprendre son rapport avec l'oralité. Ensuite, en première partie de cours, on verra comment le dicton s'est peu à peu rattaché à la figure de ce qu'on appelle le beauf, par le biais des productions culturelles. Donc le but sera de voir en quoi le dicton participe à la construction de la figure du beauf et d'une oralité populaire qui lui en serait caractéristique. Nous verrons ainsi deux extraits de deux films qui nous permettront de comprendre comment le cinéma a participé activement à la construction de la figure du beauf et de la représentation sociale que nous nous en faisons et de ce fait de comprendre comment le dicton s'y est retrouvé entaché. Ceci nous permettra de faire un lien avec la deuxième partie du cours où nous verrons comment le dicton peut être réapproprié par certaines élites politiques afin de séduire cet électorat beauf, de jouer sur l'émotionnel de ce groupe social et d'adopter un parler vrai qui s'inscrirait alors dans une démarche populiste. Alors, dicton vient du latin dictum, signifiant sentence. Une sentence, jusqu'au XVIIe siècle, ça représente une parole lourde de sens, une parole qui comporte une belle moralité. Aujourd'hui, la sentence serait synonyme de maxime, donc d'une formule énonçant une règle de conduite et donc une règle morale. Le dicton serait donc une expression, une sentence datée qui est restée figée et qui a traversé les âges. Aujourd'hui, on retrouve finalement plusieurs types de dictons. D'une part, le dicton qui effectivement comporte une dimension morale, comme par exemple « qui paye ses dettes s'enrichit » ou encore « qui vole un œuf, vole un bœuf ». D'autre part, le dicton qui présente aussi une dimension pratique, comme « en avril, ne te découvre pas d'un fil » ou « brouillard sur le mont, regagne la maison ». Parfois, ceux-ci peuvent posséder une dimension humoristique, comme « plante tes choux sous la constellation du fumier et cuis-les sous celle du lard ». Les thèmes de l'agriculture ou de la météo constituent une large partie des dictons et peuvent remonter jusqu'au Moyen-Âge. En effet, jusqu'à la révolution industrielle, une majeure partie de l'économie reposait sur l'agriculture et que n'étant pas dotés de la technologie que nous avons aujourd'hui, les paysans utilisaient les dictons pour anticiper, apprivoiser la nature et donc réussir les récoltes. Ceci nous permet de comprendre un peu mieux l'origine des dictons, mais aussi leur lien avec l'oralité. En fait, le dicton, qu'il comporte une dimension morale ou pratique, repose sur une forme d'expérience populaire. On voit que si aujourd'hui on dit « Noël au balcon, pas cotisons », c'est parce que nos aïeux avaient observé des siècles auparavant qu'habituellement, quand il ne gèle pas en hiver, il gèlera au printemps. En somme, le dicton repose souvent sur des pronostics, des superstitions qui deviennent des on-dit. Qui plus est, on comprend aussi que le dicton a toujours appartenu au champ de l'oralité. Le dicton est une formule répétée et re-répétée que les fils finissent par intégrer parce qu'ils ont entendu leur père le dire des centaines de fois, et le plus souvent dans un but didactique. La forme et la structure du dicton laissent d'ailleurs deviner l'oralité de celui-ci. De nombreux linguistes spécialisés dans la parémiologie, qui est la science des expressions, proverbes et dictons, se sont d'ailleurs penchés sur le rythme insufflé dans la structure du dicton. On remarque que le dicton est souvent constitué de deux parties. Noël au balcon, pas cotisons, ou qui vole un œuf, vole un bœuf, où chaque partie est plus ou moins équilibrée par rapport à l'autre au niveau syllabique. Et ça permet donc de créer un rythme et un côté chantant qui fonctionne comme un moyen mnémotechnique et facilite donc l'assimilation. De plus, de nombreux dictons comportent aussi une rime permettant de renforcer cette visée intégratrice. Donc, trois choses à retenir avant de continuer. 1. Le dicton tire son origine d'une forme d'expérience populaire qui s'est transformée en on-dit. Donc le dicton n'est en aucun cas une parole rationnelle, il repose sur une superstition. Il constitue finalement une forme de légende populaire. 2.
le dicton a une origine ancienne et souvent très floue. On arrive à comprendre que certains datent du Moyen-Âge, parfois même d'avant, mais on n'en connaît jamais l'auteur ni même la période exacte. En outre, le dicton voyage par l'oralité. Il est créé dans un milieu qui, à l'époque, n'apprenait ni à lire ni à écrire et qui parlait de plus les patois régionaux, qui étaient des langues uniquement parlées. Et 3, cette dimension orale a aussi traversé les âges, de fait qu'aujourd'hui, les dictons appartiennent toujours au champ de l'oralité. Ils possèdent une structure chantante et une rythmique qui crée automatiquement des effets d'oralité. Alors, comme nous l'avons vu dans l'introduction, le dicton tire son origine du monde rural et populaire. Il a de ce fait souvent été critiqué par les penseurs et les bourgeois. Au XIIIe siècle, on considérait que les dictons n'étaient que des proverbes ruraux et vulgaux. Au XVIe siècle, le mémorialiste Pierre de l'Estoile les définit comme des sottises. Et plus récemment, en 1997, Hubert de Luz explique que des expressions telles que « tout vient à point, à qui c'est attendre » ou « plus on est de fou, plus on rit » sont des assertions bâties sur des extrapolations contestables, je cite. En d'autres termes, depuis sa naissance, le dicton est fréquemment critiqué pour son manque d'empirisme véritable et pour son apparence trompeuse qui prétendrait révéler une vérité. Au XXe siècle aussi, les dictons commencent à être fréquemment tournés en ridicule avec l'apparition des faux dictons et proverbes. Par exemple, Pierre Desproges, Coluche ou encore les créateurs de Groland s'amusent à reprendre les dictons populaires et à les transformer de façon sarcastique, avec des phrases comme « Quéquette en juin, layette en mars »,« Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, y a plus d'eau » ou encore « Neige en janvier, ça caille aux pieds, neige en juin, au bain putain ». La déformation de ces dictons met l'accent sur le côté simplet de ces expressions populaires, sur la stérilité de leur message, tout en amplifiant le côté populaire en empruntant un langage familier qui pourrait même être qualifié de vulgaire. L'apparition de ces faux proverbes et dictons chez les humoristes français accompagne un phénomène un peu plus global qui émerge dans les années 70, l'apparition de la figure du beauf. La figure du beauf apparaît sous le crayon de Cabu, dessinateur et caricaturiste français, notamment connu pour son travail dans Charlie Hebdo. Depuis, le beauf est un personnage qui a été repris dans de nombreuses productions culturelles, dans des bandes dessinées, les sketchs, dans le cinéma ou encore à la télévision. Mais alors, qu'est-ce qu'un beauf ? Un beauf, c'est un personnage au physique souvent reconnaissable. Il a souvent une moustache et est bedonnant, comme on peut le voir dans la bande dessinée Les Bidochons, ou encore dans le film Le Beauf, où le beauf est incarné par Gérard Jugnot. Il a des goûts vestimentaires très spécifiques, il peut porter une casquette ou un Bob Ricard, comme nous l'explique Coluche, mais aussi un Marcel. Il est patron de bistrot, ou à défaut client de bistrot, car il aime l'alcool, notamment le vin rouge et le Ricard. Il passe ses vacances dans sa caravane, il aime la pétanque, les cartes à jouer, le foot et le tiercé. Ces goûts correspondent donc à ceux que Bourdieu avait catégorisés comme populaires dans la distinction, comme nous pouvons le voir sur la carte. Le beauf se situerait donc en bas de l'échelle sociale, mais ne correspondrait pas entièrement aux classes les plus populaires. La possibilité de s'échapper en vacances chaque année en camping, de pouvoir accorder du temps à ses loisirs, relève un capital économique qui se rangerait à cheval entre les classes populaires et les classes moyennes. D'autre part, comme nous l'explique cette carte, et comme il est mis en avant dans les productions culturelles, le beauf est un individu simple, benêt, peu instruit et peu cultivé, avec peu de capital culturel, et qui ne cherche pas à être cultivé. Il se complaît dans son inculture. Cabu disait à ce propos: le beauf, c'est le type qui assène des vérités, ses vérités. Il ne réfléchit absolument pas, il est porté par les lieux communs, par le bon sens entre guillemets, par des certitudes dont il ne démordra jamais. Il ne lit plus de journaux, c'est la mort du papier. Le beauf est donc un poil obscurantiste et de tendance plutôt passéiste, et c'est un conservateur. Il est plutôt macho et homophobe, chauvin et anti-intellectuel. Alors, mais quel rapport avec les dictons ? Eh bien en fait, parce que souvent les deux sont assimilés. En effet, dans certaines productions culturelles, les dictons sont reliés au personnage de beauf. C'est ainsi que le caractère assez simplet et léger du dicton épouse a priori parfaitement le personnage du beauf, qui ne réfléchit pas, qui se laisse guider par son bon sens, comme nous disait Cabu.
Alors aujourd'hui, notre imaginaire collectif associe très souvent des dictons plutôt misogynes, tels que femme au volant, mort au tournant, au personnage du beauf. Le dicton serait donc une composante du stéréotype du beauf, stéréotype qui serait intégré dans notre imaginaire social par le biais des représentations culturelles. Le stéréotype a la particularité d'être très imagé, notamment quand il passe par une représentation visuelle, par exemple le cinéma, et donc de créer des cadres de représentation. Alors, c'est par ce biais-là que les productions culturelles vont permettre de créer des imaginaires sociaux et de formater en fait notre esprit, notre compréhension du monde social. Et donc ce phénomène, au final, c'est ce qui va nous permettre de forger une mémoire collective, un système de représentation avec un socle commun, où finalement, quand on va parler d'un beauf, tout le monde aura une image plus ou moins similaire en tête. Alors, pour illustrer tout ça, on va regarder un extrait d'un film et on analysera par la suite comment le dicton s'assimile à la figure du beauf dans cet extrait-là. La bande du 17. Jackie? Laurette, ta femme? Non, Melun, c'est 2. Sophie Gatineau? Non, 4 parce que Loire-Atlantique, c'est 4. Polo, son mari? Bonjour. Alors, le 37, une petite couillette? Arrêtez de m'appeler le 37, ça fait 2 ans qu'on se connaît. Et 2 ans, j'ai rien. Demande un peu à Polo. Pendant combien de temps que je t'ai appelé le 44, toi? Oh là là, au moins 10 piges. Allez, aux vacances. Pastis partant bleu. Pastis délicieux. Allez, santé. Alors? On n'attend pas Patrick? Donc, dans cet extrait de Camping de 2006, on comprend tout de suite que les acteurs incarnent la figure du beauf. Cette analyse fait d'ailleurs l'unanimité dans la presse, mais aussi parmi les acteurs ou les spectateurs. Alors, ce consensus est rendu possible par plusieurs critères. Il possède l'attirail complet que nous avions décrit tout à l'heure. La casquette Ferrari pour le personnage incarné par Claude Brasseur, le bob et la moustache pour le personnage joué par Antoine Duléry, et bien sûr le Marcel Slip pour Franck Dubosc. Ils passent leurs vacances au camping où ils semblent venir tous les ans étant donné les liens qui semblent les unir. La scène se déroule au moment de l'apéro où Claude Brasseur s'occupe de servir le Ricard. Le côté chauvin se remarque aussi par les surnoms par lesquels Claude Brasseur appelle ses copains. 37 ou 44 qui fait référence à la Loire-Atlantique évoquée juste avant. Ou encore par le nombre de bises à respecter qui traduit une forme de régionalisme très ancrée. Au moment de trinquer, il s'écrit en chœur un dicton ou faux dicton, pastis partant bleu, pastis délicieux. Ici, le dicton devient une poésie grossière et populaire qui se calque parfaitement à l'image du beauf. Le dicton, ici, s'inspire des dictons jadis météorologiques et sur le mode de la prédiction, où on aurait pu remplacer autrefois le mot pastis par le nom d'un fruit ou d'un légume qu'il faut récolter. Ici, la formule devient vide de sens et évidente, car bien entendu, un pastis a toujours le même goût. Et le dicton est donc simplement énoncé pour sa visée humoristique. Alors, il sert ainsi à exprimer l'insouciance et la frivolité du beauf qui ne pense qu'à déconner avec ses copains et à boire du pastis. Il a aussi une vertu fédératrice, c'est finalement leur santé ou leur chin-chin à eux. Ils disent le dicton en chœur et le dicton devient donc ici une forme de tradition instituée au moment de l'apéro. Alors, on va regarder un deuxième extrait. La dernière fois, je regarde du tennis à la télé, qu'est-ce que je vois? Une femme en short. Une joueuse de tennis en short. Franchement. Tu trouves ça normal, toi? Une femme en short, si je trouve ça normal? Ouais. Une joueuse de tennis professionnelle. Ah, ça, je m'étais jamais posé la question. Mais je pense que ça dépend du short, parce que j'ai vu certaines femmes dans certains shorts. Ne sois pas con, Denis, ne sois pas con. Une joueuse professionnelle? Maintenant, les joueuses professionnelles, ça, je sais pas. Enfin... Vous préférez la jupette, vous, c'est ça? Oui, je préfère la jupette. Je vais finalement reprendre une petite suce, s'il te plaît. Faut pas que j'hésite à boire le vendredi, moi. Et toi, c'est pareil, tu serais un peu plus féminine, ça te ferait pas de mal, hein? Ouais? Bah, je viendrai en jupette la prochaine fois. Tu parles comme un homme. Tu bois comme un homme, ça ressemble à quoi, ça, franchement?
Pas comme ça que tu vas trouver quelqu'un, je te le dis tout de suite. Hein. Et moi, c'est pour ton bien que je te dis ça. Hein. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Hein. Tu sais, t'as 30 ans, t'as beaucoup de temps à perdre, hein, je te signale. Merci Henri. Mais pas de quoi? Si. Mais si, parce que je pense que ça va beaucoup me servir. J'avais besoin de quelque chose de pas compliqué, qui me remette sur la bonne voie. Bah, t'as trouvé exactement ce qu'il fallait dire. Hein. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Eh ben... Eh ben, moi, je croyais qu'il en fallait du vinaigre. Tu m'aides beaucoup. Hein. C'est incroyable ce qu'un simple dicton peut faciliter la vie. Oh, ouais. Tu dis toujours que tu veux pas qu'on te prenne pour un imbécile, Henri. Ouais. Bah, faut faire des efforts, toi aussi, de ton côté. T'as compris quelque chose, toi? Ben oui, tout. T'es vexé? Oui, moi je dirais ça, ouais. Il n'y a que la vérité qui blesse. Non, patron, c'est pas vrai, ça. Moi aussi, je disais ça, mais jusqu'à 12 ans. Bon, on peut pas se parler entre frères et sœurs? Hein? Ici, le personnage joué par Jean-Pierre Bacri incarne indubitablement le beauf. Il est patron de bistrot et a des goûts vestimentaires très discutables, dont se moque d'ailleurs sa sœur, jouée par Agnès Jaoui, et son frère, mais qui n'est pas présent dans la scène. On entend qu'il a des positions très conservatrices, notamment sur les femmes. Il souhaiterait que les joueuses de tennis ne portent pas de shorts et accuse sa sœur de n'être pas assez féminine. Dans ce film, le personnage, joué par Bacri, se place en opposition avec les autres personnages. Il semble être moins cultivé que ses frères et sœurs, mais aussi moins doté en termes de capital économique. Il pense pouvoir conseiller sa sœur en lui lâchant un « on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre », qui sous-entend qu'elle restera donc célibataire si elle n'est pas plus féminine. Ici, ce premier dicton est, on peut le voir, mal utilisé. Si bien sûr le dicton « on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre » signifie qu'il vaut mieux utiliser la douceur que la force pour arriver à ses fins, son but est in fine que le personnage de la sœur devrait faire ressortir son côté féminin et donc doux, la métaphore reste très abrupte. Ici, c'est donc la laideur du dicton qui est mise en avant, ainsi que la mauvaise comparaison qu'il induit. C'est donc la dimension métaphorique et généraliste qui est remise en question. Lorsque sa sœur répète ensuite le dicton, Bacri lance d'ailleurs un « eh ben » assez agressif qui suggère qu'il campe sur sa position et que, comme disait Cabu, le dicton représente sa vérité, qu'il ne remettra pas en question. Le personnage de la sœur dénigrera d'ailleurs le dicton avec la phrase « c'est incroyable ce qu'un simple dicton peut faciliter la vie » et où on dénote évidemment l'ironie et le sarcasme. Ici, le dicton est donc directement discrédité et sa fonction de conseil n'est pas remplie. Le dicton devient inutile et même offensant. Quelques secondes après, Bacri utilisera à nouveau un dicton « il n'y a que la vérité qui blesse » pour se justifier auprès de son employé, joué par Jean-Pierre Daroussin. Et ici, le dicton est utilisé par Bacri pour se convaincre qu'il a gagné le duel qu'il opposait à sa sœur et qu'il n'a fait que présenter une vérité grâce au premier dicton. Il est donc borné et persuadé que ces dictons ont été des arguments d'autorité et lui ont permis de prouver qu'il avait raison. À côté, Jean-Pierre Daroussin joue le serveur du bar qui passe son temps à lire des livres en raison de la faible fréquentation. Il est très cultivé et adore la littérature et contraste donc avec son patron beaucoup plus simple d'esprit et inintéressé. Il lui répond alors « Mais non patron, c'est pas vrai ça. Moi aussi je disais ça, mais jusqu'à 12 ans. » Une fois encore, le dicton est dénigré et infantilisé. Seuls les enfants pourraient avoir ce genre de croyances. Le dicton est ici synonyme de naïveté, d'un raisonnement encore peu construit et d'une mauvaise répartie, comme un « c'est celui qui dit qui est ». En somme, nous pouvons voir qu'ici, l'utilisation du dicton est représentée comme une des caractéristiques du beauf. Les dictons sont utilisés d'une part dans le cadre de l'apéro, pour rigoler et dans une visée humoristique qui rappelle les dictons inventés et relevés par Jean-Marie Gouriot dans les Brèves de comptoir. Cette représentation du dicton met l'accent sur sa futilité et sur sa simplicité. D'autre part, le dicton sera utilisé comme un argument qui dévoile un manque de tact et de répartie. Il est enfantin et facilement démontable et va finalement être la preuve d'un manque d'éloquence et de raisonnement.
Dans chacun des cas, le dicton est relié à une oralité particulière du beauf. Il est associé à un manque de goût vestimentaire et de classe et à des voix assez fortes, parfois même agressives. Enfin, le dicton est relié à chaque fois à des personnages empreints d'un certain conservatisme ou chauvinisme. Ce sont toutes ces caractéristiques qui permettent de forger l'imaginaire social entourant la représentation que nous nous faisons du dicton, et donc du beauf. Les productions culturelles, en reliant ces deux entités ensemble, entraînent notre esprit à assimiler que dicton égale beauf et vice-versa. Alors, cette figure du beauf, qui est aujourd'hui ancrée dans notre imaginaire social et collectif, n'intéresse pas que les productions culturelles. On a déjà vu que la figure du beauf était rattachée à des valeurs assez conservatrices, qui se placent donc à droite de l'échelle politique. Un article de Gérard Mauger nous explique ainsi comment le beauf s'est vu être rattaché à une image d'électeur de la droite conservatrice, voire même de l'extrême droite. Il explique que le laboratoire d'idées Terra Nova, qui est une association plutôt de gauche et se revendiquant progressiste, avait incité le PS en 2012 à un remaniement idéologique afin de gagner un nouvel électorat. L'origine de cette suggestion était le constat que l'électorat ouvrier avait été perdu par le PS lors de deux moments clés. Le premier, au sortir de mai 68, où on assiste à un clivage entre la nouvelle classe moyenne, qui soutenait mai 68, et la libération des mœurs et la classe ouvrière plus conservatrice. Nous pouvons aussi observer que cette première rupture correspond avec la naissance de la figure du beauf, qui représenterait donc cet ouvrier plus conservateur. Le deuxième moment clé est le tournant de la rigueur en 83 et le désenchantement après l'espoir fondé dans l'élection de François Mitterrand en 81. La France, touchée par la crise, met les deux pieds dans la mondialisation et l'on voit émerger de nombreuses questions portant sur l'immigration et sur le chômage. On observe une montée du Front National qui commencera à se démocratiser une vingtaine d'années plus tard, d'abord avec le deuxième tour de Le Pen-Chirac au présidentiel de 2002, puis avec l'arrivée de Marine Le Pen, qui va banaliser le vote FN puis RN en adoptant des propos plus modérés, plus républicains que ceux de son père. Dès lors, nous allons observer que les cibles des élites politiques sont différentes. Alors que le PS va tenter de séduire un nouvel électorat, formé de jeunes, plutôt diplômés, écolos, progressistes, qui se regroupent dans une autre figure qui serait celle du bobo, la droite et surtout le RN va notamment se focaliser sur un électorat plus ouvrier, plus conservateur, plus beauf. Aujourd'hui, pour les partis de droite et d'extrême droite, il s'agit donc de convaincre cet électorat beauf et pour cela, les élites politiques mettent en place des stratégies politiques leur permettant de les séduire. Alors, bien sûr, les stratégies sont diverses et variées, mais aujourd'hui, les opérations séduction reposent notamment sur les discours, sur les débats et sur l'oralité. Alors, effectivement, aujourd'hui, l'importance accordée au charisme des hommes politiques remet en question le mode de domination exercé par l'État. Notre système repose, avec la bureaucratie, sur ce que Max Weber appelait une domination rationnelle. Nous votons et donc nous donnons la légitimité du pouvoir à une instance dominante qui commande avec des autorités constituées, en d'autres termes les fonctionnaires. Aujourd'hui, les discours politiques, les interviews, les débats télévisés, les réseaux sociaux et tous les phénomènes de communication qui ont pris une ampleur folle ces dernières années et une place prépondérante dans notre société donnent une importance beaucoup plus grande au charisme des politiques en transformant cette légitimité rationnelle légale et en s'orientant vers une autre forme de domination, une domination charismatique. Donc en effet, on voit que le charisme, l'éloquence, l'oralité deviennent des atouts principaux de nos dirigeants politiques. Par exemple, on a souvent reproché à François Hollande ou encore à Benoît Hamon de ne pas avoir assez de charisme. Il faut alors avoir l'air compétent par sa tenue, sa voix, son physique, son allure. Un autre exemple avec les accents. Les accents étaient autrefois relativement acceptés dans la sphère politique, par exemple avec Charles Pasqua.
Aujourd'hui, ils deviennent beaucoup plus problématiques car ils sont directement assimilés au populaire ou à la province. On a vu à quel point la désignation de Jean Castex avait pu faire jaser dans certains médias et sur les réseaux sociaux. Alors, avec cette place que tient l'oralité et le charismatique aujourd'hui, les politiques ne cherchent pas uniquement à convaincre par le rationnel, mais font appel à l'émotion des électeurs. Ils vont utiliser le pathos, qui est un des 3 éléments de la persuasion selon Aristote. Le pathos, c'est la capacité pour l'orateur de faire appel à l'émotion et au sentiment de son interlocuteur et de son public. L'orateur mobilise les croyances, les représentations de ses interlocuteurs pour convaincre. Donc en fait, on voit apparaître plus particulièrement depuis ces 20-30 dernières années que d'une part, on rejette les électeurs conservateurs et d'autre part, on les cible. Et donc ces électeurs, on va les charmer en suscitant leur sensibilité et en faisant appel à ce qu'on appelle le pathos. Ceci étant dit, j'en reviens donc à mes dictons. Les politiques, pour convaincre cet électorat particulier, peuvent utiliser une stratégie consistant à emprunter à l'électorat recherché des codes ou un type d'oralité spécifique. C'est ainsi qu'en 2012, Nicolas Dupont-Aignan, invité sur iTélé, sur le plateau de Christophe Barbier, utilise un dicton populaire comme un élément rhétorique. On regarde et on analyse après. Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour, Christophe Barbier. Est-ce que vous dénoncez les incidents de Bayonne hier ou est-ce que c'est le fruit naturel de la colère sociale contre le sortant? Écoutez, on ne fait pas de la politique avec des insultes, on ne fait pas de la politique avec de la violence. C'est bien évidemment détestable. Pour autant, qui sème le vent récolte la tempête. Il y a eu de la provocation chez Nicolas Sarkozy? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un climat, comment vous dire, qui n'est pas à la hauteur d'une élection présidentielle dans un grand pays démocratique qui va affronter des défis colossaux au cours du prochain quinquennat. Et moi, je suis, stupéfait de la bassesse de la campagne, du niveau zéro des arguments. La faute à qui? Mais la faute à la bipolarisation, la faute au fait qu'ils ne veulent pas aborder les vrais problèmes parce qu'en fond, Hollande et Sarkozy défendent le même cadre. Alors ici, le dicton « qui sème le vent récolte la tempête » est bien évidemment un procédé rhétorique permettant à Nicolas Dupont-Aignan d'une part de décrédibiliser ses adversaires, d'autre part de se poser comme un candidat différent qui sortirait des sentiers battus par ses idées et par son programme, mais aussi par sa manière de s'exprimer. Alors, pour recontextualiser, l'interview a eu lieu le 2 mars 2012 et nous sommes donc en pleine campagne présidentielle. La veille, Nicolas Sarkozy, candidat, était en campagne dans la ville de Bayonne, où il s'est vu hué par plusieurs sympathisants PS. Pour introduire cette interview, Christophe Barbier demande donc à Nicolas Dupont-Aignan s'il condamne les événements de la veille. Ce à quoi il répond « On ne fait pas de la politique avec des insultes, on ne fait pas de la politique avec des violences, c'est bien évidemment détestable ». Nous laissons croire qu'il condamne les événements. C'est alors qu'il ajoute « Pour autant, qui sème le vent récolte la tempête ». Alors ici, le dicton vient donc contredire sa première phrase en lui permettant finalement de ne pas se positionner, en se plaçant ni dans un camp ni dans un autre. Le dicton lui permet d'une part de discréditer son adversaire, Nicolas Sarkozy, qu'il accuse d'avoir semé le vent, soit la pagaille, et donc de récolter finalement la tempête, qui serait la colère des électeurs. Ici, Nicolas Dupont-Aignan utilise le dicton comme un argument d'autorité, un principe moral qui serait que tout acte a ses conséquences. D'autre part, le dicton prend ici la forme de ce qu'on appelle une exorde. L'exorde constitue la première phase du discours qui va permettre de capter l'auditeur et d'amorcer le sujet. Ici, l'exorde est épidictique, c'est-à-dire qu'il prend comme point de départ un blâme. En effet, si on pensait que le dicton n'était destiné qu'à dénoncer la politique de Nicolas Sarkozy, on se rend compte qu'il lui permet aussi de rebondir et de porter un blâme sur une politique générale. Il explique en effet, juste après, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un climat qui n'est pas à la hauteur d'une élection présidentielle. Moi, je suis stupéfait de la bassesse de la campagne, du niveau zéro des arguments. Puis un peu plus tard, il ajoute « La faute au bipartisme, la faute au fait qu'ils ne veulent pas aborder les vrais problèmes, car au fond, Nicolas Sarkozy et François Hollande défendent le même cadre. » Nous pouvons ainsi observer que le dicton lui a permis de commencer son discours par un blâme non pas de Nicolas Sarkozy uniquement, mais des deux candidats principaux qui défendraient tous deux une politique commune, pour ainsi pouvoir rebondir sur ce qui le caractérise lui comme un candidat, c'est-à-dire un homme qui sort du cadre du bipartisme et des politiques néolibérales. Nicolas Dupont-Aignan se pose donc ici comme un homme différent, par son programme qu'il amorce
et qu'il insinue être à l'opposé de celui du PS et de l'UMP, qui ne formeraient qu'un, mais aussi par sa manière de s'exprimer. Grâce au dicton, Nicolas Dupont-Aignan se pose comme un homme qui parle vrai, sans filtre. Le dicton lui permet d'effectuer une rupture avec le discours politique traditionnel qui lui permet de se présenter comme un homme qui souhaite rompre avec l'élite politique et son vocabulaire savant. Le dicton devient encore une fois la représentation d'une oralité populaire et instaure un climat de familiarité avec l'électorat cible. De plus, il fait appel à une composante du patrimoine culturel particulière qui n'est que rarement utilisée par les hommes politiques et qui permettent de stimuler les émotions d'une partie des auditeurs qui se sentent proches de ce patrimoine. Alors, c'est ici que nous retrouvons donc notre figure du beauf. Nicolas Dupont-Aignan est un homme politique qui se range tout à droite de l'échelle politique avec son parti Debout la France. En 2017, après les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, il apporte son soutien à Marine Le Pen. Il représente donc une droite radicale en concurrence directe avec le RN. En utilisant un parler populaire, caractérisé ici par le dicton, Nicolas Dupont-Aignan cherche donc à sensibiliser une partie de la classe ouvrière qui utilise elle-même ce langage. Le dicton devient alors une manière de rallier l'électorat beauf à sa cause. Cette stratégie rhétorique relèverait ainsi, selon certains auteurs, d'une forme de populisme. En effet, selon Taguieff, le populisme est un style politique qui mobilise un ensemble d'opérations rhétoriques mises en œuvre par l'exploitation symbolique de certaines représentations sociales, ici celle du beauf. Cette rhétorique reposerait sur une structure polémique basée sur le blâme et l'éloge. Elle serait anti-élitiste et insisterait sur la communication directe avec les hommes ordinaires, égaux entre eux, par la simplicité et l'honnêteté. Le populisme se voudrait donc direct, simple, en rupture avec le vocabulaire savant et détourné des élites politiques et viserait à créer un lien, une familiarité avec le peuple par le biais de la rhétorique, ce qui correspondrait donc parfaitement à ce discours de Nicolas Dupont-Aignan. Ici, le dicton caractéristique de l'oralité populaire et incarné par la figure du beauf est récupéré par une figure de la classe dominante pour en faire un outil de stratégie politique et pour devenir caractéristique d'une oralité populiste. Agnès Pierron, auteure du bouquin des dictons, nous dit « À travers un dicton, on ne recherche pas une vérité, on recherche un repère ». Et je trouve que c'est une conclusion qui résume bien l'ensemble de ce cours. Repère, car dans les productions culturelles, on utilise le dicton comme un moyen de montrer l'appartenance des personnages à un groupe social reconnaissable qui partage des centres d'intérêt, une place dans la hiérarchie sociale, mais aussi une existe corporelle. Un repère car il permet aussi d'être un facteur d'identification pour le spectateur qui se reconnaît comme appartenant à ce groupe social. Mais aussi un repère pour comprendre ce qui est beauf et ce qui ne l'est pas, et pour nous placer, nous spectateurs, dans l'altérité d'un personnage que nous ne voulons pas être. En effet, le dicton devient un repère pour comprendre ce que nous ne devons pas dire et comment nous ne devons pas agir, sous peine d'être discrédités par la société. Il enseigne une façon de parler dont nous devons nous méfier et que nous ne devons pas utiliser sous peine d'être perçus comme un beauf. Repère aussi car il permet donc de regrouper dans un même groupe social une partie de la population que l'on veut cibler ou que l'on veut éviter. En ce sens, c'est un repère pour les hommes et les femmes politiques qui souhaitent convaincre ce groupe social particulier. Repère aussi car, encore une fois, il témoigne de l'appartenance à un groupe social par une utilisation spécifique, l'élite politique, comme nous l'avons vu avec Nicolas Dupont-Aignan, qui n'utilise pas le dicton comme le beauf de camping l'utilise. Le contexte et le but sont différents, car comme nous l'avons vu, Dupont-Aignan l'utilise de façon réfléchie. Il a préparé son intervention et l'utilise consciemment, comme étant un procédé rhétorique. De l'autre côté, le personnage joué par Jean-Pierre Bacry utilise le dicton de façon spontanée, peu réfléchie, et surtout par manque de tact et de répartie. Enfin, repère aussi pour les électeurs, qui vont être séduits par cette utilisation du dicton, car ils auront été touchés par un homme qui utilise leur langage, qui est si souvent dénigré. En bref, le dicton se rattache dans les productions culturelles à l'oralité populaire, et plus particulièrement à la figure du beauf, en formant notre mémoire et en créant un système de représentation commune. Si le dicton a des utilisateurs et des utilisations variées, il n'appartient pourtant ici qu'à un seul groupe social, celui des beaufs. Dans les productions culturelles, il joue la mauvaise répartie et accompagne le personnage du simplet, voire du vulgaire.
En politique, il est utilisé dans un but électoraliste et permet d'adopter une stratégie populiste en employant ce style d'oralité pour mieux convaincre cet électeur beauf, dès lors connu pour être un adepte de dicton. Finalement, le dicton est utilisé pour servir les intérêts d'une classe sociale différente de celle qui utiliserait à l'origine ces fameux dictons. D'une part, celle d'une classe moyenne au capital culturel plus élevé, qui en dénigrant le dicton dénigre le beauf et son manque de répartie, de tact, et donc en le dominant intellectuellement, et d'autre part, celle d'une classe bourgeoise supérieure, au capital scolaire et aux capacités langagières bien plus soutenues, qui domine déjà rationnellement et légalement, et qui par la rhétorique du dicton, et plus globalement par un parler qui se veut vrai, va susciter l'émotion et gagner des électeurs. Nous arrivons donc à la fin du cours, merci de l'avoir suivi et n'hésitez pas à utiliser le groupe Discord du TD de Sociologie Contemporaine pour poser des questions si vous en avez. J'espère que le cours vous a plu et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne fin de journée.